Eh bien, vous êtes en train de nous regarder sur Moto TV et de nous écouter à travers la voix de l'UCG. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Talk Hebdo. Talk Hebdo, une coproduction de Moto TV et de la voix de l'UCG. Talk Hebdo reçoit ces jours Madame Rose Tombeane. Elle est militante pour la paix et leader des associations féminines au Nord Kivu. Elle est aussi cadre du parti politique AFDC, parti membre de l'Union Sacrée. Elle est également experte en négociation au niveau de la sous-région. Madame, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de la Moto TV et de la voix de l'UCG. Voilà, nous serons en ligne au téléphone depuis Lubumbashi avec Frédéric Amani. Il est chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. La réalisation se déploie, entrer en contact avec lui. Enfin, Edgar Matesso, bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes premier vice-président de la société civile au Nord Kivu. Avec vous trois, nous allons donc parler de cette décision de la SADC qui veut envoyer ses troupes à l'est de la République démocratique du Congo. La décision a été prise lundi 8 mai dernier à l'issue du sommet de la SADC, cette organisation sous-régionale qui s'est tenue en Namibie, sommet au cours de laquelle le chef de l'État congolais a participé avec une importante délégation de la République démocratique du Congo. Alors, les troupes de la communauté de l'Afrique australe vont donc s'ajouter à celle de l'EAC déjà présente au Nord Kivu. Que pensez-vous de cette décision? C'est la principale question au centre de ce débat. Vous aussi, téléspectateurs et auditeurs, vous avez la possibilité de nous envoyer votre commentaire ou de poser une question à notre numéro habituel affiché sur votre écran. Madame, Messieurs, bienvenue à vous tous dans ce débat. Comme je venais de vous l'annoncer au sommaire de cette émission, face à l'échec des troupes de l'EAC à mettre fin à la rébellion du 23 au Nord Kivu, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a décidé du déploiement très prochain de ces troupes à l'est de la République démocratique du Congo pour mettre fin à la guerre du 23. Alors, Madame Rose Tombeane, je l'ai dit, vous êtes militante pour la paix, leader des associations féminines, experte en négociation. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Merci beaucoup de la question. Lorsque nous avons appris l'arrivée très prochaine des troupes de la SADC, justement, oui. Nous avons pensé que le gouvernement n'a pas bien interrogé le passé. Le gouvernement n'a pas même pris en considération les revendications de la population qui lui parviennent toujours au travers des organisations de la société civile, au travers des leaders d'opinion qui ont toujours montré que la paix chez nous viendra lorsque nous, Congolais, nous allons prendre la décision et lorsque nous-mêmes, nous allons comprendre que la question nous concerne. La République démocratique du Congo, à partir du moment où elle a eu des difficultés d'ordre sécuritaire, a pensé rapidement à la recherche de la solution externe. C'est lorsque notre pays a invité les Nations Unies, qui ne s'est pas invité, bien sûr, mais qui a été invité par notre pays, les autorités de la République démocratique du Congo, bien sûr, en tant que membre des Nations Unies, et nous pourrions bénéficier d'un accompagnement, mais malheureusement, l'histoire montre que toutes les brigades de cette organisation mondiale, cette organisation internationale des Nations Unies, n'ont jamais arrivé à contribuer de façon significative à la restauration de la paix. Bien au contraire, nous avons toujours pensé que, non seulement pensé, mais les recherches ont démontré qu'il y aurait même des brigades qui ont trempé dans le soutien des gens qui étaient en train de troubler l'ordre dans notre pays. Et après beaucoup d'années, voilà, le président Tshisekedi arrive au pouvoir et lui commence aussi à penser que
d'autres Africains, notamment les voisins de la République, et plutôt de l'autre côté de la CEAC, c'est-à-dire la communauté de l'Afrique australe. Il a pensé que celle-là pourrait nous aider. Et la population, encore une fois, avait vraiment revendiqué et s'était opposée. Je me souviens de plusieurs déclarations qui s'étaient succédées lorsque on avait annoncé l'arrivée des troupes de la communauté de l'Afrique de l'Est. Tout le monde s'était opposé, mais curieusement, nous avons vu ces troupes arriver sur le sol congolais. Et aujourd'hui, ces troupes sont encore là, non seulement en état d'incompétence, mais surtout, ce sont des troupes qui sont en train de jouer les jeux de l'ennemi. Et aujourd'hui, dire que nous allons accueillir la brigade de la SADC, et nous pensons qu'elle ne pourrait rien aussi. Et nous, on a toujours pensé que la sécurité d'un pays, c'est une question interne. Comme notre pays connaît beaucoup de difficultés d'ordre sécuritaire, nous pourrions chercher la solution à l'interne. D'abord, en essayant d'interroger les causes. Quelles sont les causes de la persistance de l'insécurité de chez nous? Malheureusement, on sent qu'au Congo, on n'a pas le temps de comprendre d'abord, d'interroger les causes. On va tout de suite aux solutions, sans passer... On ne voit même pas les solutions, on est influencé, on est trompé facilement. On va revenir un peu plus tard sur ce point-là, le temps de me tourner vers Edgar Mathès. Edgar Mathès, vous êtes premier vice-président de la société civile au Nord Kivu. Comment, de votre côté, vous avez accueilli cette nouvelle de la voix très prochaine des troupes de la SADC à l'est de la République démocratique du Congo, aux côtés bien sûr de celle de l'EAC, parce que dans les communiqués, il n'est pas dit que celle de l'EAC devrait quitter directement le Nord Kivu. Bien, comment nous l'avons accueilli? La question est simple, la réponse serait de dire c'est avec une grande déception. Grande déception parce que l'histoire finalement vient se répéter. Aux années 1996, lorsque notre pays était agressé par le Rwanda et l'Ouganda, ce qu'on a appelé la guerre de libération, le président Mobutu s'était tourné vers la SADC pour l'aider à barrer la route à ce que les Zaïre qualifiaient à l'époque d'agresseurs. Mais on a vu comment la SADC a échoué à arrêter la progression de ces libérateurs, comme on les appelait. De l'autre côté, on les appelait agresseurs. Ici à l'est, on les appelait libérateurs. Et la SADC a reculé. À 1998, lorsque les RCD s'est créé pour créer ce qu'on a appelé la guerre de rectification. Les RCD commencent à partir de Goma, Bukavu, et vite, encore une fois, Laurent Kabila va recourir à la SADC. Mais la SADC n'a pas satisfait. Le pays a été divisé jusqu'à Kisangani. Nous avons connu une scission du pays. Nous étions déjà presque dans une autre république. On ne chantait même plus l'hymne national. Et le pays était déjà divisé. Bon, cette guerre a continué. On a fait appel à la MONUSCO, à la MONUC à l'époque, qui est devenue MONUSCO, avec beaucoup de pays qui sont là, qui n'ont rien fait pour stopper cette guerre. On va faire aux Ougandais, ils sont sur le sol congolais, et après encore les Ougandais reviennent avec les Kenyans et les autres dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'EAC. Et vous comprenez que si en 1996 c'est l'EAC qui attaquait, bon, même si ce n'était pas le format EAC, mais au moins comme c'était les pays aujourd'hui membres de l'EAC qui nous agressaient, aujourd'hui un de ces pays de l'EAC, le Rwanda, nous agresse. On fait venir l'EAC. Et les forces régionales de l'EAC semblent protéger plutôt les agresseurs que
de nous aider à nous libérer. Et aujourd'hui, recourir encore à cette SADC, c'est une perte de temps. Dans son discours, le président namibien, lors de ce sommet, a rappelé que lors de la victoire de la RDC sur l'M23, la SADC était aux côtés des FARDC et de la MONUSCO. Moi, je voudrais plutôt dire que cette victoire tant vantée, il ne faudrait pas que la communauté internationale se l'approprie. Parce que la guerre venait d'avancer et d'ailleurs Goma venait de chuter. Et il a fallu décourager les Congolais, notamment les généraux Baouma et les colonels Mamadou, de leur temps, mais ils sont déjà morts tous. Ils ont pris la décision de couper toute communication avec l'extérieur pour avancer. Et quand il y a eu victoire, justement, en se servant aussi des fils locaux, quand il y a eu des victoires, c'est alors qu'on va commencer à dire non, il y avait aussi la MONUSCO, il y avait aussi la SADC. Non, c'était d'abord une détermination de fils maison. Et donc, nous avons toujours pensé que il n'y aura aucun étranger, en tout cas aucun, qui viendra accepter mourir pour les Congolais. Voilà. D'ailleurs, vous allez suivre l'argumentaire des députés tanzaniens qui disaient nous, on ne peut pas envoyer nos éléments au Congo parce qu'ils ont un nombre de jeunes plus élevé que le nôtre et que nous n'allons pas accepter que nos jeunes aillent mourir au Congo pendant que les jeunes du Congo ne veulent pas prendre leur situation à main. C'est pourquoi leur force ne fait pas partie de la force régionale ici, parce que les parlements avaient refusé. Voilà. Mais donc, nous aussi, le Parlement devrait dire non aux forces étrangères. Nous capitalisons notre énergie dans les enfants propres de notre pays. Merci beaucoup, Edgar. Le temps pour la réalisation d'entrer en contact avec Frédéric Amani, que nous n'avons pas jusque-là au téléphone, depuis Lubumbashi, le temps d'entrer en contact avec Frédéric Amani. Frédéric, vous êtes là? Monsieur Frédéric Amani, bonjour. Vous nous écoutez de ce côté-là? Est-ce que vous nous écoutez, Frédéric? Il nous écoute, mais apparemment. Ok, la réalisation va continuer à vous recontacter. En attendant, nous donnons la parole à Madame Rose Tombéane. Madame, mutualisation des forces, c'est du côté de Beni pour faire face à l'EDF. Force régionale de l'EAC du côté de Rutshuru pour faire face à un 23. Maintenant, ce sont les troupes de la SADC qui sont attendues. Finalement, est-ce qu'avant son arrivée au pouvoir, Félix Tshisekedi avait un plan de défense nationale? On sent que c'est du tâtonnement finalement. Voilà, je ne sais pas répondre à la question de façon claire parce que je n'ai pas fait partie ou je ne fais pas partie des gens qui sont à ses côtés et de façon directe. Mais vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré plus d'une fois, je crois. Oui, plus d'une fois. Et vous avez parlé de force nationale, vous avez donné vos propositions. Il a des soucis, mais il a trop peu de stratégies. Donc, alors que la guerre, c'est sur des stratégies. Donc, il ne suffit pas d'avoir les soucis. Encore faut-il avoir le temps de réfléchir stratégie. Parce que lorsqu'on est agressé, l'agresseur, lui, il travaille sur les stratégies. Et pendant que nous, malheureusement, on ne fait qu'écouter des gens qui nous trompent dans le but de donner le passage libre à l'ennemi. Et si aujourd'hui le président Tshisekedi décide d'amener les forces de la SADC, après avoir amené le PDF au niveau de Beni, après nous avoir amené l'EAC, on sent effectivement que je n'aurais pas peur de parler du tâtonnement. Parce que c'est cela même qu'on appelle tâtonnement. Lorsque, devant un problème, on ne sait pas prendre une solution, une décision. Parce qu'il s'agit d'une décision. Une décision, comme je disais, d'interroger d'abord les causes et puis de façonner des stratégies à partir de ces causes. Le président Tshisekedi a fait beaucoup de voyages, il a participé à beaucoup de rencontres, mais moi je vais dire aux téléspectateurs que dans beaucoup de rencontres où j'ai participé, auxquelles j'ai participé au niveau régional, j'ai senti qu'aucun pays de l'Afrique de l'Est n'aime pas la RDC ou n'est ami
de la République démocratique du Congo. Au point que lorsque vous voulez parler du Rwanda comme agresseur, après l'exposer au sein de menaces, personne ne vous soutient, au point même qu'on peut même vous couper la parole pendant que l'État qui était parti à votre exposé n'est pas encore épuisé. Donc, j'ai compris que nous ne pouvons pas trouver la solution à partir de la région de l'Afrique de l'Est, même de l'Union africaine. Et plusieurs fois, on a aussi participé à de telles séances dans le cadre de la recherche et de la paix, mais on a senti qu'au niveau de l'Afrique, contrairement au niveau de l'Afrique de l'Est, au niveau de l'Afrique en général, les gens ont peur du Rwanda. Peur parce que effectivement le Rwanda est plus stratège que nous à terme diplomatique. Au niveau diplomatique, le Rwanda est en avance, trop loin par rapport à nous, et alors que beaucoup de pays veulent toujours être appelés amis de la communauté internationale des Nations Unies. Voilà pourquoi certains pays de l'Afrique, connaissant même la vérité, essaient de camoufler cette vérité pour craindre le Rwanda. Donc je crois que c'est une grosse erreur qui nous suivrait même, qui sera difficilement réparable, de nous amener toujours des étrangers. Je crois les gens qui entourent le chef de l'État de façon permanente doivent l'aider, doivent aider les Congolais, parce qu'il ne s'agit pas ici d'aider le président, mais d'aider les Congolais qui sont liés à leur terre, malheureusement qui est en train de partir, et malheureusement où on amène des gens qui facilitent la balkanisation comme les forces de l'EAC. Donc je crois que c'est une grosse erreur. Le président devrait plutôt travailler. Il devrait travailler sur le fonctionnement, la réforme plutôt de toutes les institutions de sécurité, de toutes les institutions politiques de notre pays. Alors, tout le monde parle effectivement des réformes, de la réforme de l'armée, et on sait le temps que cela prend, alors qu'entre-temps, le pays est agressé. Il faut une réponse urgente à un problème qui est déjà posé. Pendant ce temps, la réforme de l'armée étant progressive. Je crois que s'il faut parler lenteur, comme vous le dites, on vous dira qu'il n'y a aucune institution qui puisse travailler dans cette lenteur ou avec cette lenteur si ce n'est pas une communauté régionale ou internationale. Parce que ceux-là ont leur procédure à suivre pour essayer d'intervenir dans tel ou tel autre pays. Le temps que ça a pris, d'abord les contacts, le temps que ça va prendre l'installation, le temps que ça va prendre malheureusement pour venir envenimer la situation, c'est ce moment-là que le gouvernement devrait prendre pour organiser notre armée qui pourtant arriverait à nous donner une solution durable et définitive. Malheureusement, nous passons le temps en train de tâtonner. Vous l'avez dit, le chef de l'État a été à Béni il y a plus de 2 ans. Il a lui-même avoué qu'il n'avait pas encore maîtrisé le système de sécurité de notre pays, mais il a déjà maîtrisé. Qu'est-ce qu'il fallait pour qu'on travaille de façon directe? Mais la réponse est claire. C'est parce que nous n'avons pas découragé dans la politique, parmi les dirigeants congolais. Il s'agit bien sûr de décisions courageuses, parce que le Rwanda a déjà infiltré partout les pays agresseurs. Les Nations Unies sont comme des attaquants qui sont toujours prêts à attaquer lorsque vous voulez toucher à leurs intérêts. Et je crois que ça doit être ça même, la cause de cet tâtonnement. Il connaît lui-même, mais avec tout ce qui l'entoure, la source où on peut avoir la solution définitive, mais il a seulement... quand on n'a pas du courage, on a peur carrément. Voilà. On a peur de prendre des décisions et c'est dangereux. Nous avons besoin des autorités qui ont le courage et qui ont l'esprit de sacrifice. Malheureusement, comme mon frère Edgar a dit qu'il n'y a aucun étranger qui est prêt à sacrifier sa vie pour les Congolais. Mais on sent que même parmi les Congolais, surtout qui nous dirigent aujourd'hui, on ne sent pas ceux qui sont prêts aussi à le faire, malheureusement. On ne les voit pas. Peut-être qu'ils sont encore ailleurs, peut-être qu'il faut encore les avoir, mais nous disons aux autorités qui nous dirigent que nous comptons sur elles doivent faire tout. Lorsqu'on porte la voix de la population, lorsqu'on dirige la population, on doit avoir un grand pourcentage de sacrifices. Merci beaucoup. Merci. Dans le cas contraire, on est autre chose. Merci beaucoup, Madame Rose Touambeane. Edgar Matesso, c'est une question que je poserai à un membre du gouvernement. Je souffrais que je vous la pose.
quel sera le mandat de la force de la SADC cette fois? Parce que au départ, avant l'arrivée de l'EAC, c'était que nous venons mettre fin, nous venons imposer la paix au Nord Kivu. C'était ça le langage. Et c'était ça même au départ le mandat des forces de l'EAC. Pour celle de la SADC, c'est quoi le mandat? Heureusement que vous l'avez dit, que la question devrait être posée à un membre du gouvernement à un député national. Vous avez certainement lu le communiqué ici de ce sommet. Plutôt peut-être ce que nous, on devrait attendre de cette force dont malheureusement nous ne sommes même pas d'accord pour son arrivée, et que comme on nous l'impose, on est obligé d'en parler. Lorsqu'on a annoncé l'arrivée de la force régionale de l'EAC, au niveau de la société civile, nous avions refusé. Parce que nous disions que on nous a dit la MONUSCO avait comme mandat de protéger les civils, mais les civils sont en train d'être fauchés. On nous dit non, écoutez, cette force régionale vient pour imposer la paix. On nous a même donné des calendriers. On nous dit, si à date du 15 janvier, on n'arrive pas, si à date du 15 janvier, l'M23 n'arrive pas à se retirer, alors on va prendre la décision d'utiliser la force pour frapper. Là, c'est dans le contexte du processus de Luanda. Ça n'a pas été fait comme ça. Alors que c'était déjà annoncé qu'on va passer à l'utilisation de la force. On nous dit non, dans le processus de Nairobi, cette force doit quitter au plus tard le 28 février. Et cette date est arrivée. Et on nous disait, cette fois-là, s'il ne quitte pas, si le M23 ne quitte pas, on va utiliser la force. On ne l'a pas utilisé. On nous dit, attention, dans le processus, dans le cadre du mini-sommet d'Addis Abeba, à date du 30 mars, si le M23 ne se retire pas, on utilise la force. Mais allez écouter, aujourd'hui, lorsque l'Ouganda a part, lorsque le Kenya a part, lorsque les Burundais, bon, plus ou moins peut-être les Burundais en parlent, on vous dit, nous ne sommes pas venus faire la guerre au Congo, mais nous sommes venus aider les Congolais à avoir leur paix en passant par les dialogues. Alors que déjà la négociation au niveau du Congo, que ce soit du côté de la population civile, que ce soit du côté des autorités nationales, en tout cas on avait déjà refusé cette voie. Et quand on nous amène la force régionale de l'EAC, son mandat devrait être contraignant. Donc imposer la paix, ça devrait être celui-là son mandat. Mais est-ce que les Congolais ont échoué à imposer la paix, ou alors il y a eu une politique qui empêche aux Congolais de le faire? Parce que nous avons toujours pensé que les FARDC ne devraient pas utiliser ce qu'on appelle, je ne sais pas comment vous appelez ça, la voie pacifique. Ah non. Le rôle de l'armée, c'est de défendre l'intégrité nationale. Et à ce moment-là, notre armée devrait être dotée, équipée, tant en ressources financières qu'en ressources matérielles. Et à ce moment-là, on devrait aussi, comme on l'a fait à Goma autour de Sake, où la jeunesse s'est appropriée la chose. Mais une jeunesse non encadrée. Parce que pendant ce temps, on serait en train de former le reste des jeunes, tous confondus. On devrait être en train de nous apprendre les renseignements. Comment ça se passe? Les tactiques de guerre. Comment on doit se comporter? Les maniements des armes. Comment on touche telle arme? De telle sorte que s'il y a débordement du côté de l'armée, on applique l'article 63 qui montre que tout Congolais a le devoir de défendre l'intégrité nationale à cas de menaces.
Et c'est ce que nous sommes en train d'assister. Et à ce moment-là, si nous tous, on était déjà mobilisés de cette manière, et si le gouvernement était en train de travailler sur cette réforme militaire, en retirant de cette armée ceux qui sont entrés par cette même voie, parce qu'il y en a qui ont travaillé avec ces mêmes agresseurs, et qu'on nous a imposés comme militaires congolais, et qui ont des postes de décision, on devrait être en train de les retirer des rangs de notre armée et permettre à ce que cette fois-là, ce soit les Congolais décents, comme disent les politiciens de père et de mère, les Congolais décents, patriotes, qui vont prendre la situation à main. Et à ce moment-là, par exemple, vous imaginez, avec une multiplicité de commandements. SADC vient avec ce commandement. La force régionale de l'EAC vient avec ce commandement. La MONUSCO est là avec ses multiples commandements, parce que là aussi il y a la FIB, il y a les contingents. Les FARDC avec beaucoup de commandements. Le commandant qui est l'administrateur du territoire, dans le contexte de l'état de siège. Le commandant qui est le gouverneur de province. Le commandant de secteurs opérationnels, comme nous en avons Sokola 1, Sokola 2. Mais aussi nous avons la troisième zone de défense, qui est basé à Goma, avec une multiplicité de commandements comme cela, ne pensez pas que nous pouvons arriver à gagner cette guerre. Mais si on dit, nous créons une brigade spéciale qui sera focalisée sur la traque de M23, et on leur donne le pouvoir de commandement unique à ce genre, comme ça les autres unités qui sont dans la province s'occupent des situations régulières. On prend aussi une brigade spéciale qui est formée pour traquer les EDF. On fait aussi une autre brigade spéciale qui est aussi spécialisée dans la traque des groupes armés locaux. Et à ce moment-là, on serait rassuré qu'avec l'unicité de commandement, il y a espoir de gagner cette guerre. Mais nous faire venir SADC et AC, je ne sais qui, au risque d'aboutir à l'échec. Merci Edgar. Alors Madame Rose, comme nous sommes placés déjà devant effet accompli, excusez, le pays est placé devant effet accompli, ça veut dire que les troupes de la SADC vont venir, avec ou sans notre volonté. Quelles sont vos attentes? Je voudrais d'abord dire que on ne sait pas encourager de telles attitudes dans un pays démocratique où un chef de l'État ou un gouvernement peuvent arriver à prendre une si grande décision qui concerne la sécurité de notre pays. Moi, je dis oui, s'ils arrivent, on comprendra que alors nos dirigeants ne respectent pas les principes de la démocratie et de la bonne gouvernance. Mais je crois même s'ils arrivent, on ne va rien attendre, moi personnellement. Parce que pour qu'une lutte puisse aboutir, surtout une lutte armée ou diplomatique, les contextes importent beaucoup. Ou les contextes ont une grande place. Parce que le contexte, quand nous parlons du contexte, c'est aussi cet environnement, tout ce que venait de tracer Edgar Matesso par rapport aux différents commandements. Mais le contexte, c'est aussi l'objectif, les objectifs des belligérants, les objectifs des gens qui sont derrière, qui soutiennent l'ennemi. Leur objectif est connu, ils veulent vraiment couper une partie de la République démocratique du Congo. Et alors qu'on a confiance à eux, malheureusement, on connaît en même moment leurs objectifs. Je crois que notre pays devrait avoir des gens, des vrais dirigeants, je dirais des personnes qui sont préoccupées et qui travaillent jour et nuit sur la situation que nous vivons. Parce que nous n'arriverons jamais à la paix tant que nous ne savons pas connaître ou tant que nous exposons même notre faiblesse. La plus grande faiblesse de la RDC, c'est le fait de s'ouvrir à tout vent. Donc, on cède à tout vent. Tout le monde arrive et dit, Monsieur le Président, je suis là, en tout cas, j'ai combattu avec vous, je peux vraiment vous aider. On dit, ok, comme une femme... les sœurs que nous appelons les professionnels de sexe qui cèdent à tout vent. Mais
Et c'est ça notre grande faiblesse et l'ennemi nous a déjà connus ainsi. Malheureusement, nous, on n'a pas le temps de faire des études, des recherches sur notre ennemi qui est le Rwanda. Parce que vaincre un ennemi, avoir accédé à la victoire d'une guerre, c'est d'abord connaître les forces et les faiblesses de l'ennemi. Pendant que l'ennemi nous travaille ou nous cherche, mène des recherches régulièrement pour comprendre nos faiblesses, nous avons été dans des salons, partout après les séances. Il y en a même qui disent, en tout cas, cette fois-ci, vos autorités, je vais dire ça comme ça, nous-mêmes, on ne comprend pas. Donc, vous voyez, on fait des diplomaties avec des gens, mais certaines personnes qui ont pitié des Congolais aussi, ils disent, en tout cas, on ne comprend pas. Parce que lorsqu'il a accepté ceci, ou ils ont accepté ceci, nous-mêmes, on n'a pas compris. Donc, on n'a pas des gens qui travaillent pour l'intérêt de notre pays. Nous manquons quoi? Notre grande faiblesse, c'est aussi quoi? On n'a pas de diplomates dans ce pays. On n'a que des gens qui effectuent des missions et qui ne visent que les frais de mission. Ils peuvent aller dans de grandes séances au niveau régional, au niveau international, mais ils ne voient que les PDM et les frais de mission qu'ils vont recevoir. Parce qu'on les voit même, nous avons dans le cadre de notre expertise pour la négociation et la médiation des conflits, nous avons à nous rencontrer plusieurs fois avec les gens. Mais quand on voit comment se comporte une mission, et on essaie de comparer avec la mission qui est venue du pays agresseur, on comprend que nous sommes perdants. Perdants éternels. Vous êtes également experte en négociation. Lorsqu'il y a une coopération, lorsqu'il y a une coopération entre les États dans le cadre de la défense nationale d'un État agressé, ou lorsque les troupes d'un État ou d'une organisation sous-régionale viennent intervenir, qui finance ces troupes? C'est d'abord en grande partie les pays qui reçoivent. Et donc c'est nous, la République démocratique du Congo, mais il y aura des contributions bien sûr au niveau régional et des autres pays qui font partie de cette organisation régionale ou internationale, mais en grande partie c'est le pays. Malheureusement à ce niveau aussi, dans beaucoup de missions qui ont été effectuées, notre pays fait même la honte à ce niveau. Il décaisse difficilement les moyens pour différentes cotisations. Malheureusement, c'est aussi l'image de l'ARDC. Et ça fait qu'on puisse aussi nous connaître, qu'on connaisse cette faiblesse-là au niveau aussi, au niveau des finances. Alors, donc, les États contributeurs des troupes, est-ce qu'ils sont choisis par la RDC? La RDC est associée à leur sélection ou c'est l'organisation elle-même qui impose des troupes? Non, normalement, on doit poser la question à la RDC et c'est à la RDC de prendre la première décision, mais il y a toujours des contributions à terme d'idées et d'autres États comme j'étais en train de dire, mais en grande partie c'est la RDC. Vous voyez, j'ai fait allusion à la diplomatie, à la faiblesse de la diplomatie, parce qu'à ce niveau, il arrive que notre pays, les diplomates de notre pays puissent accepter du n'importe quoi et on peut que même d'autres pays, les diplomates ou les diplomates ou les ambassadeurs d'autres pays puissent arriver à dire, en tout cas, on n'a pas compris pourquoi ces gens ont accepté ceci. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend une décision de déployer une mission dans un pays, au travail, il y a des experts tout d'abord. Des experts qui travaillent et des experts qui proviennent de tous les pays membres d'une organisation, de l'organisation, le cas ici de la SADC bien sûr. Et c'est lorsque, déjà au niveau de ces drafts, des textes qui vont accompagner la mission, nous devons avoir des bons diplomates, des bons experts. Malheureusement, chez nous, on ne prend même pas des experts, mais vous savez comment les postes se donnent et se distribuent chez nous. Nous connaissons les critères et c'est là même la cause du fait qu'on nous fait avaler des pilules amères pendant que peut-être on n'a pas été soit à mesure de comprendre les textes déjà au niveau de la séance des experts, soit parce que peut-être on a fait laisser passer les choses, on voit l'argent qui est de voir la question, l'intérêt de notre pays. Merci beaucoup. Edgar Matesso, certains observateurs redoutent
une éventuelle collision entre les forces de l'EAC et celles de la SADC une fois sur le sol congolais. Est-ce que c'est aussi votre crainte? Il y a beaucoup à craindre dans cette histoire. La première chose à craindre, c'est que tous ces étrangers risquent de coaliser et décider de ne plus quitter le Congo. Combien de fois, par exemple, la population civile a réclamé auprès des autorités le départ de la MONUSCO, mais ce n'est pas arrivé. Et aujourd'hui, par exemple, les forces de l'EAC, bon, malheureusement, le chef de l'État a eu aussi à y revenir, à démontrer que plusieurs séances de réjouissance aux rencontres les M23 avec les forces régionales de l'EAC. Qu'est-ce qui va empêcher la force de la SADC d'intégrer un contexte comme celui-là et aussi entrer dans la danse? Ça, c'est la première crainte. La deuxième crainte, c'est que ces forces risquent d'être une voie de la balkanisation de notre pays. Et si deviennent la voie de la balkanisation de notre pays, ça veut dire qu'ils vont accompagner l'ennemi. Parce que, par exemple, on a vu lors de la chute de Bunagana, c'est l'Ouganda qui va faciliter. Et maintenant que nous aurons une multitude de forces dans la zone, à proie justement à cette balkanisation, au risque de ne plus savoir qui a facilité ça. La troisième crainte, c'est que à force d'avoir beaucoup de forces, ça semble une tautologie, quand nous avons beaucoup de forces dans la zone, la jeunesse aura difficile à s'organiser pour barrer la route à la marche de l'ennemi. Et à ce moment-là, nous risquons de nous faire beaucoup d'adversaires qui malheureusement seront en train d'accompagner cette balkanisation. Si les Angolais sont là, les Namibiens sont là, les Kenyans sont là, les Sud-Soudanais sont là, et beaucoup d'autres forces sont là, quelle est cette force au niveau local qui peut encore faire face dès que même notre armée elle-même n'a pas cette capacité, cette possibilité de pouvoir arrêter net cette progression? Et surtout que aujourd'hui, il s'est déjà créé une zone tampon où la force armée de la République n'accède pas. Ça pose un sérieux problème. Et donc, on risque de se retrouver finalement dans une situation d'asphyxie où les Congolais eux-mêmes ne savent plus se défendre, où l'armée congolaise va se retrouver coincée, où la population elle-même ne sait plus s'il faut recourir aux étrangers ou s'il faut recourir aux nationaux ou s'il faut recourir à elle-même. Bon, on va se retrouver dans une situation de méfiance finalement, où la population ne compte plus sur son armée parce que elle sera déjà suffisamment étouffée par des étrangers. Et cette même population risque de ne plus avoir confiance aux étrangers, comme c'est le cas aujourd'hui dans la partie sud de notre province, où on ne voit plus les Kenyans comme libérateurs, alors qu'ils étaient venus justement, on les annonçait, dire qu'ils venaient en appui aux forces armées de la République. Ça n'a pas été le cas. Et dans ce contexte comme celui-là, cette guerre risquera d'être une nébuleuse qui finalement va nous conduire vers cette perte d'une partie du territoire national. Et ce sera ça la balkanisation. Or, nous avons tous le devoir de nous empêcher d'être les témoins de cet avènement. Il ne faudrait pas que cet avènement arrive pendant que nous sommes vivants, parce que nous avons longtemps lutté pour que cela n'arrive. Nos ancêtres ont lutté pour que cette terre ne puisse pas basculer sous d'autres gouvernances. Et donc, nous ne devons pas laisser notre progéniture dans une situation comme
une situation chaotique comme celle-là, au risque d'être répondant même devant Dieu, devant les ancêtres, que c'est nous qui avons laissé le pays entre les mains de l'ennemi. On doit éviter que cela n'arrive de notre vivant et on doit empêcher que notre progéniture ne puisse connaître cette situation. Merci beaucoup Edgar. On est dans l'impossibilité d'entrer en contact avec Frédéric Amani depuis Lubumbashi. Nous tenons à nous excuser auprès de nos très chers téléspectateurs et auditeurs de cette émission. On va les retrouver dans un prochain numéro. Alors on est en train d'aller à la conclusion de cette émission. Madame Rose Tuombeane, que doit faire la République démocratique du Congo pour sortir finalement de la situation qu'elle traverse depuis ces dizaines d'années? Et merci, je vais seulement répéter ce que je disais tantôt. On doit, si on veut nous amener la paix durable, on doit interroger les causes. On doit d'abord identifier les vraies causes. Parce qu'en fait, même, il y a un adage qui dit quand les pompiers s'attaquent à l'incendie, ils ne s'attaquent pas à la fumée, mais ils s'attaquent au foyer pour voir d'où provient la fumée et d'où provient la flamme. Mais aujourd'hui, nous faisons comme si on essaie d'ignorer, on s'efforce d'ignorer les causes et commencer à tâtonner un peu partout. Je crois que cet tâtonnement ne va pas nous amener la paix, mais les autorités de notre pays doivent interroger les causes et ils les connaissent. Ils doivent seulement, à partir de ces causes, monter des stratégies et les mettre en application. Merci. Ça ne peut même pas prendre du temps. Merci. Moi, je pense, si on sécurise, je le dirai toujours partout où j'ai l'occasion de m'exprimer, si on sécurise nos frontières et si on fait la réforme de l'armée congolaise et d'autres services de sécurité, y compris même les différentes institutions politiques, on va arriver facilement à imposer la paix et on va encore regagner cette grandeur que nous avons eue il y a des années au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau du monde. Merci beaucoup, Rose Tuombeane. On va prendre cela comme votre conclusion. Frédéric Amani, finalement, vous êtes avec nous à la fin pratiquement de cette émission. Bonjour. Bonjour, je suis avec vous, oui. En tout cas, nous sommes tous désolés de n'avoir pas été à mesure d'améliorer notre ligne téléphonique. Vous intervenez depuis Lubumbashi, on va vous prendre pour quelques minutes. En tout cas, vous êtes chercheur associé en sciences politiques à l'université de Lubumbashi. Vous avez appris avec nous l'arrivée très prochaine des troupes de l'EAC pour mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Décision ici du sommet de Namibie. Quelle est votre attente? Quelles sont vos attentes par rapport à ces troupes? Bien, merci beaucoup pour la question. Je voudrais aussi m'excuser pour le problème de connexion que nous avons eu. Alors, peut-être le mot de la fin, c'est que nous saluons toutes les démarches pour que la paix et la sécurité reviennent à l'est de la RDC et même dans la région des Grands Lacs. Mais nous pensons que la SADC, la force de la SADC, viendra effectivement appuyer les efforts congolais pour la paix et la sécurité. Mais avant le déploiement de cette force de la SADC, il est souhaitable que la force de l'EAC, qui a montré ses limites, libère d'abord les territoires congolais pour qu'on n'assiste pas, je ne le souhaite pas, pour qu'on n'assiste pas à une crise de leadership ou crise de commandement, dans la mesure où sur les sols congolais, on aura plusieurs armées. Il y a les contingents de la MONUSCO qui sont là, il y a les FARDC qui sont là, il y a la force des EAC qui est là, il y a aussi celle de la SADC qui sera déployée. Nous pensons que le commandement non seulement sera assumé par la RDC, mais d'abord il faut que la force de l'EAC quitte le sol congolais. Mais d'aider, je pense que de plus en plus nous ne devons pas avoir l'idée de ce qu'on peut qualifier sous-traiter la question sécuritaire par les autres États, mais il est temps que la RDC redevienne davantage ce qu'on appelle un État capacitaire répondant à ses missions régaliennes. Et de droit, nous pensons que les institutions phares et la cohésion nationale
va se mobiliser pour penser notre futur du point de vue stratégique dans la région, parce que cette question ou cette insécurité ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plus longtemps. Mais qu'est-ce qu'on fait du jour au jour pour que demain après-demain, la RDC soit maître de son destin sécuritaire? Il est vrai que la force de la SADC viendra, mais elle doit partir. Mais quand elle va partir, est-ce que demain après-demain, nous ferons encore appel à cette force ou à une autre force? Voilà comment on peut analyser cette question. Alors, monsieur Frédéric, est-ce que la force de la SADC est la plus fiable que celle de l'EAC? Bien, vous savez, en relations internationales, on ne le dira pas assez, les États n'agissent sans leurs intérêts. Que ce soit la force de la SADC, que ce soit celle de l'EAC ou même de la MONUSCO, tout acteur en relations internationales pose les actes en fonction de l'intérêt. Ce n'est pas de bonne guerre que la SADC accepte d'envoyer ses troupes, c'est parce qu'il y a un intérêt. Alors, je crois que c'est sur terrain qu'on va mesurer la fiabilité ou la capacité de cette force à soutenir la RDC. Merci beaucoup. Il est vrai qu'en 1998 et en 2013, la SADC a soutenu la RDC et c'est aujourd'hui encore, elle va le faire, nous le souhaitons, mais c'est sur terrain qu'on va mesurer la capacité de cette force à appuyer les efforts congolais pour la paix et la sécurité. Merci, vous insistez sur le fait que l'EAC devrait tout d'abord dégager avant l'arrivée de celle de la SADC. Merci beaucoup, monsieur Frédéric Amani. Conclusion, monsieur Edgar Matesso, je vous voyais bouger la tête de façon négative vraiment pour donc exprimer votre désaccord par rapport à ce que dit Frédéric. En fait, si je faisais partie de ceux qui décident sur la voie ou la réception de cette force, je serais de ceux qui allaient refuser l'arrivée de cette force, et le professeur venait de les montrer. Je l'ai dit aussi à l'introduction de l'émission que ce n'est pas la première expérience d'être avec cette force. Encore faudra-t-il rappeler que bientôt 25 ans, notre armée est sous-traitance. Notre sécurité est en train d'être gérée ailleurs. Et il est temps pour nous de nous assumer en tant qu'État. On ne peut pas faire un quart de siècle en train de tâtonner et surtout en train de recourir à des étrangers. Ce que nous devons faire, c'est de pouvoir nous assumer et nous renforcer, nous fabriquer et commencer à nous défendre nous-mêmes. Toutes les fois qu'on a laissé aux Congolais une marge de manœuvre pour se défendre avec sa population, ça a toujours réussi. C'est notamment lorsqu'on a défait les M23. En tout cas, ceux qui étaient à la ligne, à la première ligne, c'était les Congolais. Tous ceux qui ont besoin de nous aider, tous ceux qui estiment qu'ils peuvent nous venir à la rescousse, j'estime que tous ces moyens devraient être déversés dans la finance de notre armée et envoyer des experts pour contrôler justement, parce que les députés n'ont pas réussi à le faire. Il faut qu'il y ait ces experts qui nous aident à vérifier si réellement les fonds alloués à notre défense sont en train d'être canalisés et atteindre la cible, l'objectif. Et c'est là, je pense que si nous donnons cette responsabilité aux Congolais eux-mêmes, les frontières seront protégées, la réforme sera assurée et l'efficacité sera vécue sur terrain. Et j'estime que ce sont les Congolais eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais ce sont les Congolais eux-mêmes. Oui, ce sont les Congolais eux-mêmes qui sauveront leur pays. Merci beaucoup. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui sauveront leur pays. C'est sur ces mots que Tolkebdo prend fin ce vendredi. Merci Edgar Matesso, premier vice-président de la société civile. Merci d'avoir de nous avoir reçus aussi. À notre invitation, Madame Rose Tombéane, militante pour la paix, leader des associations féminines, Nord Kivu, experte en négociation. Merci beaucoup, Madame, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques à l'université de Lubumbashi. Même si nous ne vous avons pas eu tout au long de cette émission, merci tout de même d'avoir eu de votre disponibilité en fait, de nous accorder votre temps
pour participer à ce débat. Merci. Talk Hebdo, c'est complètement terminé. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. J'étais Sivula Jackson à la modération. À très bientôt. Merci. Au revoir.